Professeur Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Président du Conseil scientifique, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour savoir et comprendre ce qui se passe. 49 610 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Le chiffre augmente de jour en jour. 5e vague, nous sommes en plein dans la 5e vague. Est-ce que nous avons atteint le pic ou est-ce qu'il faut s'attendre à pire ? Alors, on est en plein de la 5e vague qui est liée au variant Delta. Ce variant Delta n'a pas bougé, c'est-à-dire que c'est le même variant Delta qu'au mois de juin. Hein, il n'a pas muté, hein, donc on a affaire au vrai variant Delta. C'est le même virus. Alors, il entraîne cette 5e vague, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Europe. C'est arrivé de l'Europe de l'Est, puis ensuite en Europe de l'Ouest. C'est lié en grande partie, finalement, aux conditions climatiques qui font qu'on rentre chez soi et on a tendance à se confiner, entre guillemets, et à être entre soi. Cette vague, elle est très rapide. Hein. On l'avait déjà observé lors de la 4e vague au mois de juin. Il y a une montée très très rapide. Pourquoi ? Parce qu'il a un niveau de transmission qui est très élevé. Et on n'en a jamais vraiment suffisamment pris conscience. Ce variant Delta a un niveau de transmission d'une personne infectée aux autres qui est vraiment très très élevé. Donc c'est le problème actuellement. Alors est-ce qu'on est au pic ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez de quel pic parle-t-on ? Est-ce que c'est le pic des nouvelles contaminations ? Donc on est autour de 50 000 et il y en a probablement beaucoup plus. Hein. On dépiste probablement pas l'ensemble. Bon, d'une part, ou est-ce qu'on parle du pic sur les conséquences sur l'hospitalisation ? Alors sur l'hospitalisation, on n'est pas au pic. Ça c'est clair, je peux le dire. On est actuellement, et pourtant on est à un niveau déjà élevé, on est actuellement autour de 10 000 hospitalisations classiques et de 1800 hospitalisations de lits occupés en soins intensifs. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la première, évidemment qui était quelque chose de très particulier, 2e vague, on a atteint des niveaux autour de 6 000 à 7 000 hospitalisations en soins intensifs. Mais on ne pourra jamais. Et il faut absolument qu'on évite ça. Qu'on évite ça. Oui. Donc, on est probablement encore avec du virus qui circule beaucoup, et encore un impact sur le système de soins qui va être encore décalé dans le temps. Qui va être encore décalé dans le temps. Alors pourquoi ? Peut-être parce que le virus est moins virulent, ou peut-être parce que la vaccination, sûrement aussi, protège considérablement. Mais je vais revenir là-dessus, Jean-François Delfraissy. Je voudrais vous poser des questions sur Noël, sur les fêtes de fin d'année, parce que nous pensons tous à cela. Comment allons-nous passer ces fêtes de fin d'année ? Alors, ça pose la question de comment, finalement, quelle stratégie vis-à-vis de cette 5e vague Delta. Et il y a 3 grands axes stratégiques. Le premier, c'est la vaccination, et on va y revenir, avec la dose de rappel. On va y revenir. C'est fondamental, mais on va y revenir. Le second, c'est tous qu'on fasse un effort sur les mesures de protection, les mesures barrières, tant au niveau individuel que collectif. Les données de Simon Kochmès de l'Institut Pasteur montrent que si on a une amélioration de 10-20% des gestes barrières au sens très large du terme, c'est-à-dire diminuer les contacts, continuer à porter le masque là où on ne le portait plus, réduire les personnes et les rassemblements, utiliser plus l'utilisation de l'aération dans les pièces, eh bien, un 20% de gain, ce qui est possible, c'est pas considérable, c'est un enjeu collectif, permet d'avoir un impact sur le système de soins, c'est-à-dire sur la conséquence en termes d'impact sur l'hospitalisation, qui pourrait être suffisant, associé à la vaccination. Est-ce que Noël est en danger ? Alors, Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention. D'accord. Et si nous avons tous, à la fois au titre individuel, mais aussi des décideurs collectifs, c'est-à-dire que dans les entreprises, on aille plus sur le télétravail, qu'on ait moins de rassemblements, qu'on se dise si j'avais une réunion, je l'annule. Mais justement, on a des rassemblements dans les stades ou des grands rassemblements politiques. Tiens, je pense à ce qui va se passer dimanche. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Il faut quoi ? Il faut imposer des passes sanitaires pour ces rassemblements ? Écoutez, moi, on est là dans la vie démocratique et je ne suis qu'un pauvre médecin. Oui. Mais je suis aussi un citoyen, donc il faut que la vie démocratique puisse se passer. Oui. Par contre,
contre. Je pense qu'en effet, un certain nombre de précautions sur ces rassemblements qui doivent avoir lieu au mois de décembre, l'utilisation par exemple du pass sanitaire, ne m'apparaîtrait pas quelque chose de si difficile que ça pour les grands rassemblements. Est-ce que pour Noël, nous risquons d'autres contraintes ? Je parle de la contrainte de déplacement, limitation de déplacement, ou même un confinement partiel. Tout est fait au niveau de l'ensemble des autorités pour éviter un confinement. Et de la part des scientifiques également, nous ferons tout pour éviter un confinement. Mais, bien sûr, ça reste dans la boîte à outils, ça reste l'outil terminal un peu, mais un peu barbare, qu'on a été obligé d'utiliser au début. N'oublions pas, et on va y revenir, qu'on a, en termes d'innovation avec nous, la vaccination, et ça va dépendre du niveau de la dose de rappel, mais aussi l'arrivée de nouveaux médicaments contre le Covid qui peuvent aussi modifier les choses. Je vais vous en parler, mais auparavant, je voudrais que nous parlions, vous me parlez du variant Delta, qui est là, c'est lui qui contamine aujourd'hui, mais je voudrais parler du variant Omicron, dont on parle tant. Alors, un cas avéré à La Réunion, est-ce qu'il y a des cas avérés en métropole ? Pas à ma connaissance, mais les choses peuvent évoluer très vite. Je ne serais pas étonné qu'il en arrive dans les jours qui viennent. Ce variant Omicron donc, arrive d'Afrique du Sud. C'est le variant qu'on craignait. C'est-à-dire c'est le variant qui a des mutations, qui se situe en particulier dans ce qu'on appelle la protéine spike, qui est la protéine qui sert à accrocher le virus à son récepteur, et c'est la protéine aussi contre laquelle sont dirigés, enfin la zone du virus plus exactement, contre laquelle sont dirigés les vaccins. Donc il y a 30 mutations dans cette protéine spike, ce qui est beaucoup, c'est considérable, et puis une dizaine de mutations qui sont ailleurs. Et quand on analyse d'un point de vue scientifique de ce qu'on appelle en phylogénie, eh bien ce variant, il arrive de nulle part, c'est-à-dire c'est pas la suite, par exemple du delta, c'est pas un delta modifié, etc. Non, c'est un nouveau variant qui arrive et qui s'est constitué. Oui. Jean-François Delfossy, mais je lis ici et là des avis d'experts. Déjà, j'ai vu le ministre de la Santé israélien, par exemple, dire « Ne soyons pas trop inquiets avec ce variant. La mutation d'un virus peut le rendre moins virulent et entraîner une maladie bénigne. » C'est vrai ? Parce que pour l'instant, apparemment, ce variant n'a pas tué. Alors, ce variant est arrivé en Afrique du Sud qui n'avait plus de virus circulant, contrairement à l'Europe où nous avons cette 5e vague. Donc il arrive et il a le champ libre devant lui. Donc il est en train d'arriver. De s'installer. En Europe, les conditions sont différentes. On a une circulation du Delta, on en a parlé auparavant, qui est très importante. On a par ailleurs un niveau de vaccination qui est beaucoup plus important. En Afrique du Sud, ils sont à peu près à 25%, et avec une série de vaccins qui étaient un peu moins puissants que les vaccins mRNA. Donc on est dans des conditions différentes. Donc je nuance en effet. Il faut qu'on ait une attitude d'anticipation vis-à-vis de ce virus. Il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais ne nous trompons pas de combat. Le vrai combat, le vrai ennemi, c'est la 5e vague avec le variant Delta. Le variant Omicron, il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du Conseil scientifique plutôt après, en début 2022 ou fin janvier 2022, ce qui nous laisse le temps de nous préparer. Et la réponse à la 5e vague et la réponse à Omicron, c'est la même, c'est le rappel vaccinal. Le rappel vaccinal, alors vous dites quand même, il risque de s'installer ce variant fin janvier ou début février 2022. Ça veut dire que l'épidémie va se poursuivre encore plusieurs mois. Si je vous comprends bien, si je vous écoute bien. Vous m'avez bien compris. C'est-à-dire que on devrait assister, mais on a beaucoup d'incertitudes. Et moi je dis ça, beaucoup d'humilité sur la science. On devrait voir progressivement ce variant Omicron changer et prendre le dessus sur le variant Delta. Pourquoi ? Parce que on a prolongé l'épidémie. Prolonger dans une certaine mesure l'épidémie, mais avoir en face de lui, en particulier en Europe,
une population qui sera très largement vaccinée. Alors, justement, la vaccination... N'oublions pas les médicaments. Alors, en Europe, la vaccination, la Commission européenne appelle les pays de l'Union européenne à réfléchir à la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il faut... Hier matin, j'avais à votre place François Bayrou qui demandait que l'on ouvre le débat sur la vaccination obligatoire en France. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, c'est une vraie question qui est une question essentiellement politique, hein, et qui sera une décision politique. Oui, mais sur le plan scientifique, j'étais jusqu'à maintenant, je dirais, très nuancé vis-à-vis de cette vaccination obligatoire. Et le Conseil scientifique, et vous le savez, qui est uniquement une structure de conseil aux autorités, a conseillé d'aller plutôt vers le pass sanitaire. Parce que ça engageait à aller vers la vaccination sans obliger. Voilà, ce qui me gêne, c'est d'abord d'un côté un peu démocratique, l'obligation. Le second point, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec une obligation actuellement, par exemple, n'ont pas été en primo-vaccination, c'est-à-dire en primo-vaccination. Encore 600 000 personnes de plus de 80 ans. Moi, j'en connais, je suis originaire du Cantal, vous le savez. J'en connais dans le Cantal, je les ai vus cet été. J'ai essayé de les convaincre, des petites mamies. On va leur envoyer les gendarmes si on rend la vaccination obligatoire. De vaccination. Mais on leur envoie déjà des équipes de vaccination. On va vers. Il y a d'ailleurs une progression, y compris chez ces personnes. On a réduit ce nombre de personnes qui refusaient la vaccination. Je suis encore nuancé, moi, sur la notion d'obligation. Mais vous êtes en train d'évoluer. Je le sens, Jean-François Delfraissy. Je suis nuancé encore sur cette notion d'obligation. Encore en nuancé. En tout cas, ça méritera... Vous n'êtes pas opposé, mais est-ce que ça mérite qu'on ouvre le débat démocratique ? Oui, démocratique. D'un point de vue strictement médical et scientifique, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Alors, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Je n'en suis pas certain. C'est-à-dire qu'il faudrait obtenir, avec l'obligation, un résultat sur l'obligation qui soit quasiment de 100%, ou en tout cas de 90%. Est-ce qu'on a les moyens, dans nos pays démocratiques, d'arriver à ce résultat ? L'Autriche l'a décidé. L'Allemagne y réfléchit. Eh bien, regardons ce qui va se passer en Autriche. Oui. Parce que c'est bien de décider. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Oui. Et la Nouvelle-Calédonie aussi. Vous avez vu. C'est un contexte qui est à partir du 1er janvier. Oui. À partir du 1er janvier. Bon, donc vous dites, pourquoi pas ? Voici. Je vois une évolution chez vous, Jean-François Delfraissy. Que les débats soient posés, on est un pays démocratique, il faut qu'ils soient posés. Je suis très nuancé encore vis-à-vis de cette notion. Bien, beaucoup s'interrogent aussi sur l'efficacité des vaccins. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, on a plus de doutes sur l'efficacité des vaccins, ou est-ce qu'on garde une confiance absolue dans l'efficacité des vaccins ? Non, on garde une confiance forte sur l'efficacité des vaccins. Mais de quoi parle-t-on ? Les vaccins contre le Covid ont une grande efficacité pour réduire la survenue de formes sévères et de formes graves. Ça, c'est incontestable. C'est incontestable. Mais, au fur et à mesure du temps, et en particulier chez les personnes âgées, il y a une perte de cette efficacité avec le temps. Et on constate une perte d'efficacité à partir de 5 mois ou 6 mois, d'où d'ailleurs la décision de proposer un rappel à partir de cette période. On a cru initialement que cette perte d'efficacité était seulement chez les personnes âgées, et on sait maintenant qu'elle survient, les études israéliennes l'ont bien montré, également chez les personnes plus jeunes. Ça survient de façon moins marquée, plus décalée dans le temps, mais ça survient. C'est-à-dire que cette vaccination perd de son efficacité avec le temps. Ça, c'est un premier point. Le second point, une vaccination est faite aussi pour lutter contre l'infection et la transmission du virus. Au début, on ne savait pas si ce vaccin protégeait. Ensuite, on a cru qu'il protégeait de l'ordre de 70%. Et on sait maintenant qu'il y a une baisse très rapide de cette efficacité sur la transmission et qu'au bout de 6 mois, on peut se retrouver à une efficacité de l'ordre de 20-30%. Donc, on dissocie bien. Et je sais que c'est très difficile à comprendre, y compris pour les médecins, ils ont du mal à le comprendre. Cette distinction sur le rôle de la vaccination, qui protège de façon très significative contre la survenue de formes sévères et de formes graves, mais qui protège mal contre la transmission. Oui, je comprends. Globalement,
si vous êtes vacciné actuellement, vous avez 10 fois moins de chances, de risque, entre guillemets, Oui. d'aller en réanimation et de décéder que si vous êtes non vacciné. 10 fois moins de 10 risques. fois, ou on va le reprendre en sens inverse, les non vaccinés ont 10 fois plus de chances Oui. ou de risque Oui. de décéder et d'aller en réanimation par rapport aux vaccinés. Donc il n'y a pas photo. Une autre image, par exemple, c'est qu'actuellement, avec ce variant Delta, avec cette grande circulation virale, regardons ce qui passe dans nos EHPAD. Nos EHPAD ont été très vaccinés. Oui. Les personnes des EHPAD ont été très vaccinées. Eh bien, il y a de la contamination dans les EHPAD. Ces vaccins ne protègent pas très bien contre la contamination, mais vous n'entendez pas parler. C'est vrai. Et ça depuis des mois. On ne parle plus finalement tellement des EHPAD. Ils sont protégés contre la morbidité-mortalité. Donc, rappel. Absolument rappel. Alors donc, s'il faut, c'est rebooster après 5 à 6 mois, et on a beaucoup de données sur le rappel. Ce rappel permet en 2 ou 3 jours d'obtenir une réponse immunitaire qui est multipliée par entre 8 et 10 fois plus. C'est-à-dire, on est reboosté. On est reboosté complètement, et on a une protection au bout de probablement moins d'une semaine. C'est-à-dire c'est une efficacité immédiate. C'est-à-dire que dans la lutte contre la 5e vague, si on a son rappel maintenant, on est protégé de façon très significative dans 7 jours. Et pendant plusieurs mois. Alors, pendant combien de temps? Je ne sais pas. Ah, d'accord, oui, parce que si c'est... Je ne sais pas. Oui. Et certains évoquent l'idée que cette vaccination Covid comporterait normalement les 2 vaccinations plus un rappel. Je suis un peu plus prudent. Je dis que nous allons regarder et on verra s'il faut éventuellement un autre rappel après. Les médicaments ? Les médicaments, on n'avait jusqu'à maintenant pas de médicaments directs contre le virus. On va en avoir. Sinon, les anticorps monoclonaux, qui sont des injections, qui sont importantes. Parce que le message à passer dans cette 5e vague, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées en particulier et qui font un Covid peuvent avoir accès à un traitement immédiat. Et il faut qu'elles le demandent à leur médecin. Mais évidemment, c'est une injection. Donc, c'est plus facile si on a des médicaments qui sont prenables par la bouche. Et on a 2 médicaments qui sont en train d'arriver. Le premier qui est en France, qui s'appelle le Molnupiravir, qui est un médicament de chez Merck, et qui réduit de façon moins importante qu'on ne l'avait cru, mais d'environ 40%, le risque, quand on est infecté, d'aller vers une forme sévère. Et on peut l'acheter, on peut le trouver ? Vous ne le trouverez pas en pharmacie comme tel, mais par contre, les médecins pourront le prescrire. Et vraiment, c'est une nouvelle stratégie. Si vous êtes testé, que vous soyez vacciné ou non vacciné, mais surtout si vous êtes non vacciné, évidemment, que vous avez plus de 65 ans, il faut maintenant immédiatement poser la question à votre médecin, est-ce que je peux avoir accès au Molnupiravir ? À condition que ce médicament soit prescrit dans les 2 ou 3 premiers jours. Et puis, on aura un médicament à partir de janvier, un inhibiteur de protéase, issu d'ailleurs de la recherche sur le VIH-Sida, et qui va être disponible et probablement encore plus efficace. Donc, on aura cette stratégie de test and treat. C'est une nouvelle palette qui est à notre disposition. J'ai quelques questions directes. Faut-il revenir à la gratuité des tests PCR ? Écoutez, c'est une décision, là aussi, des autorités sanitaires. Oui, mais sur le plan sanitaire, est-ce que ce serait une bonne décision ? Sur le plan sanitaire, il faut bien comprendre que la majorité des personnes, pas la majorité, mais en tout cas une bonne partie des personnes qui vont s'infecter maintenant ont été des personnes vaccinées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, elles ont accès. Et je redis, si vous êtes vacciné et que vous avez des symptômes, allez-y. Premièrement, ne pensez pas que vous êtes totalement protégé, et c'est ce que j'ai indiqué. Et deuxièmement, allez-y vous faire tester. Allez vous faire tester. Est-ce que vous recommandez la vaccination des enfants, 5-12 ans ? Parce que Pfizer sera disponible dès le 13 décembre dans l'Union européenne. Alors, c'est en cours de discussion, vous le savez. La Haute Autorité de Santé a recommandé avant-hier pour les enfants qui avaient des pathologies, où là, il y a un bénéfice individuel direct. Pour le reste, les enfants ne font pas de forme sévère ou forme grave ou très peu. L'idée, c'est de pouvoir les protéger pour qu'ils aillent
complètement à l'école. Vous savez que la France est un pays qui a conservé l'éducation comme une priorité majeure, et c'est une très belle réussite des autorités. Et donc, on se demande si le vaccin pourrait aider à ça. Il y a une interrogation au niveau de la Haute Autorité de Santé, du groupe du comité vaccinal, et le CCNE a également été interpellé. Il y aura des réponses dans les 3 semaines. Vous feriez vacciner vos petits-enfants? Alors, je vais vous répondre très simplement. J'ai un petit-fils qui est aux États-Unis, qui est à New York, dans une école publique à New York. Pour vous montrer la différence, son papa a reçu un mail le matin à 10h lui disant « Nous démarrons la campagne vaccinale à 14h. Vous êtes oui, non. Si vous n'avez pas répondu avant 13h, on le vaccine. » Il m'a appelé un peu affolé et je lui ai dit « Il est aux États-Unis, dans une école publique. Il faut s'adapter à la culture du pays. Et donc, tu le fais vacciner. » Il a été vacciné. Et quel âge a-t-il? Il a 5 ans et demi. 5 ans et demi, il a été vacciné. Bien, professeur Jean-François Delfraissy, la fermeture des frontières. Tout le monde parle de la fermeture des frontières. Empêche-t-elle le virus de circuler? Non. Le virus ne connaît pas de frontières. Oui. La preuve, le virus est déjà présent dans plusieurs pays d'Europe et dans plusieurs, y compris hors de l'Europe, enfin hors de l'Afrique du Sud. Il peut réduire dans un premier temps, je dirais, l'augmentation significative de la circulation d'un nouveau variant. Mais ce n'est que transitoire, ça permet de gagner, mettons, 10-15 jours. Mais c'est important de gagner 10-15 jours. Dans le séquence que je vous ai donné, c'est-à-dire nous sommes dans la 5e vague, l'enjeu c'est la 5e vague, on décale l'arrivée du variant Omicron, et plus on le décale dans le temps, plus on a le temps de vacciner. Donc 10-15 jours, c'est précieux. Donc c'était logique, vous avez vu la réactivité à la fois des scientifiques et des autorités sanitaires en général, qui ont pris cette décision, la différence par rapport à il y a sur les premières, les deuxièmes et les troisièmes vagues. Donc moi je trouve ça assez logique que ça ait été fait, et puis maintenant il faut regarder en fonction de ce qui va se passer, pendant combien de temps et selon quelle modalité on le conserve. Les vaccins, accès facilité dans le monde entier, c'est indispensable. Jean-François Delfraissy. Oui, mais n'opposons pas, comme a tendance à le faire l'OMS, qui dit pourquoi vous vaccinez avec une troisième avec un rappel dans vos pays du Nord riches, alors même qu'il y a les pays du Sud. Je trouve que c'est une erreur scientifique majeure de l'Organisation mondiale de la santé. Tout le bénéfice de la vaccination dans les pays du Nord va reposer sur cette injection de rappel comme on en a discuté. Donc il ne faut pas opposer le Nord et le Sud. Le Sud a été touché par le variant, mais il y a une génération qui est complètement différente. C'est une maladie des personnes âgées, on l'a bien compris, le SARS-CoV-2. Et la courbe démographique est complètement différente. En Afrique, des études de la NRS récentes montrent qu'il y a certains pays, le Mali, la RDC, le Cameroun, qui sont avec 60-70% de jeunes qui ont déjà été touchés. Donc, il faut bien sûr aller vers une vaccination généralisée, et il faut aller vers. On est à 6%, il y a du chemin à faire, mais il y a 20% de personnes qui sont prioritaires au Sud. Et déjà, vaccinons-les, ce sont les personnes les plus âgées et les soignants, parce que c'est un bien précieux. Et j'ai une dernière question sur le sida. C'était hier la journée mondiale de lutte contre le sida. 680 000 morts de maladies liées au sida. L'année dernière, dans le monde, le sida n'a pas disparu. Loin de là, est-ce que le dépistage du VIH a été perturbé par le Covid ? Oui, la prise en charge des patients, assez peu finalement. Oui. Enfin, mais le dépistage, oui, il y a eu un retard au dépistage. Moins, je crois, on estime autour de moins 24% à peu près dans l'ensemble des pays. Et vous savez que plus on est pris en charge tôt sur cette maladie, moins on va contaminer les autres. Le sida recule. Et le sida recule parce que il y a eu par rapport aux trithérapies qui sont arrivées en 1996. Vous voyez que c'est une longue histoire. L'inhibiteur de protéase d'ailleurs contre le SARS-CoV-2, il est issu de cette histoire. Il recule. On a maintenant des traitements qui permettent d'être pris pratiquement que tous les mois avec une injection. Donc c'est fantastique quand je vois ces progrès. Il nous manque le vaccin. Alors je dois dire que on savait 30 ans qu'il y a une recherche sur le vaccin contre le sida, un échec de recherche. Peut-être que les vaccins de type ARN messager vont changer la donne. Tirons aussi des leçons, et je le dis aux associations, du contexte de l'acceptabilité des vaccins sur le SARS-CoV-2 pour s'interroger si nous avions un vaccin contre le sida.
et le VIH, comment il serait accepté. Merci, professeur Jean-François Delfraissy, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54.